Bonjour tout le monde, je m'appelle Athénaïs Fondrevel et vous écoutez l'épisode 5 de Fabrique du sentiment d'échec. Pour ce 5e épisode, j'accueille Elisabeth. Bonne écoute. Donc moi, je m'appelle Elisabeth, donc j'ai 50 ans. Je suis à la base prof de français et de philo aussi, pendant 17 ans à l'Éducation nationale. Et depuis maintenant, ça fait bien 7 ans. Depuis 7 ans, je suis à mon compte. Donc j'ai commencé par donner des cours particuliers donc de français et de philo. Donc au départ à tout type d'élèves, voilà, tous les élèves qui en avaient besoin. Et petit à petit, j'ai eu de plus en plus de demandes d'enfants ou d'ados 10, enfin surtout dyslexiques au départ. Du coup, je m'y suis intéressée parce que je ne connaissais pas. Donc je m'y suis intéressée, j'ai parlé avec des orthophonistes, j'ai lu des bouquins, j'ai fait une formation aussi avec le Canada. Parce qu'au Canada, ils sont très en avance en fait, pour intégrer des techniques au sein des écoles, en fait. Donc, j'ai fait une formation avec le Canada et puis après, j'ai appris sur le tas. À force d'avoir des élèves, voilà, donc j'ai appris sur le tas. Et depuis maintenant 2 ans, je fais aussi du coaching pédagogique. Donc là, c'est vraiment spécialement pour les 10 d'ailleurs, où là, c'est vraiment leur donner, c'est pas forcément en français, c'est vraiment leur donner des tips, enfin vraiment des trucs très précis, pratiques à mettre en place au quotidien pour on va dire, atténuer leurs soucis de 10, quoi. Parce que moi, je suis pas du tout orthophoniste, je suis pas dans le milieu médical, donc je peux pas remplacer une orthophoniste ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué souvent, c'est qu'après l'orthophoniste, quand on n'en a plus besoin, enfin quand les 10 en ont plus besoin, il reste quand même des soucis, des problèmes au quotidien pour lire, pour écrire, pour s'exprimer à l'oral et tout ça. Et donc moi, j'interviens vraiment avec des choses très concrètes, vraiment très concrètes et surtout adaptées à chaque personne, puisque chaque personne a des troubles différents, parce que c'est en fait la complexité des troubles 10, c'est qu'il n'y a pas un trouble 10 qui se ressemble en fait. Justement, tu as fait des formations pour le coaching ou tu t'es formée comment? Alors le coaching, je me suis formée sur le tas aussi, parce que moi j'ai fait des études aussi en sciences de l'éducation en parallèle d'être prof de français. Donc quand j'étais étudiante, donc j'ai travaillé sur toutes les pédagogies déjà. Montessori, Freinet, enfin voilà, donc tous les types en sciences d'éducation. On fait on voit tous les types de pédagogie et on travaille aussi beaucoup sur la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adolescent et la psychologie de l'adulte. Donc si tu veux, j'avais un double cursus quand même qui faisait que tout ce qui était méthodologie et tout ça, je m'y étais intéressée par rapport à ce double cursus que j'avais déjà beaucoup travaillé. Donc moi j'avais fait aussi une formation donc en France Montessori un été, ouais, pendant 2 mois un été. Et du coup, après, par rapport au coaching, donc moi, j'avais déjà un gros bagage, hein. Et puis moi, quand j'étais prof d'éducation nationale, je m'intéressais vraiment à la méthodologie et à travailler en petits groupes, à faire du travail différencié. Voilà, moi, faire un groupe, parler pendant 2 heures à 40 personnes, ça m'intéresse pas. Enfin, moi, j'ai besoin de l'interaction. Donc moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Donc par moi-même, j'ai beaucoup testé de choses, j'ai beaucoup lu, enfin voilà, je me suis beaucoup formée par rapport à ça. Et après, quand je me suis vraiment intéressée au coaching pédagogique, en fait, je me suis formée auprès de 2 coachs pédagogiques qui, elles, se sont formées aussi au Canada. D'ailleurs, c'est elles qui m'ont donné pour faire la formation sur les 10, justement, au Canada. Et du coup, j'ai travaillé pendant 1 an, en fait, en parallèle avec elles. Donc, elles m'ont apporté plein de choses. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur ta formation de prof, enfin ta vocation au départ? Est-ce que c'était une vocation? Ouais. Ouais. Alors moi, ça a toujours été une vocation, c'est quand j'étais petite, je faisais l'école à mes poupées. Moi, je jouais pas à la poupée, les habiller, leur faire à manger. Enfin, non, moi, je jouais les coiffer. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, je les alignais sur mon lit et je leur faisais l'école. Parce que quand je faisais l'école à mes poupées, je faisais pas l'école à l'ensemble de mes poupées. Je donnais des trucs à chacun, en fait. Je parlais à chaque poupée. Alors, je disais, un tel, tu vas faire ça, un tel, tu vas faire ça. Et en fin de compte, déjà petite, tu vois, je différenciais le truc. Donc moi, ça a toujours été ma vocation. Euh,
Donc moi j'ai fait, bah, voilà, j'ai fait la fac, hein, donc moi je suis pas passée, donc j'ai fait, Cagnes-Hippocagne, pour ceux qui connaissent, des prépas, pour, en lettres. J'ai fait une licence de lettres modernes, et après j'ai fait, bah, le concours, enfin ce qu'on appelle, l'IUFM, pour être prof. Et donc quand j'ai intégré, la fac pour être prof, j'ai fait en parallèle une licence, en sciences de l'éducation, parce que ça m'intéressait en fait. J'aimais ça. Donc et là on fait, bah, comme je te disais, tout ce qui est pédagogie, et puis, travail vraiment en profondeur, et sur, tout ce qui est psychologie. Parce que c'est vrai que le cursus classique de prof, bah, par exemple, moi j'avais le cursus de prof de français lettres modernes, bah, tu fais que du français lettres modernes. Mais tu fais pas de pédagogie, tu fais pas de psychologie, tu travailles que ta matière en fait. Ça, c'est que dans le cursus, c'est que tu travailles ta matière, donc tu es hyper fort. Tu connais tous les manuels par cœur, tu sais construire un exercice, tu sais construire une fiche de préparation, mais on t'apprend pas, enfin en fait, on te dit pas, si t'as tel élève devant toi ou devant toi, en fait, pour eux c'est tous pareil, quoi. Tu vois, tu parles à un groupe, et même pédagogie différenciée, tu vois, ils t'apprennent pas, quoi. Quand tu travaillais en tant que prof, bah, du coup, tu étais confrontée à des élèves, 10 ou en difficulté, pas forcément avec de la dyslexie ou? Ouais. Alors moi j'étais beaucoup confrontée, surtout, au lycée, à des élèves qui détestaient le français. Qui détestaient le français parce qu'ils avaient vraiment, parce qu'il faut dire que le français, le programme en français, au collège, franchement, il est pas intéressant du tout. Enfin, on voit des œuvres qui sont, vieilles comme le monde, et qui sont pas du tout, enfin, qui parlent pas du tout aux enfants d'aujourd'hui. Enfin, moi, je comprends un élève qui te dit j'aime pas le français, parce que si tu t'attaches à ça, franchement, le programme, il est pas sympa du tout. D'ailleurs, moi, quand j'étais en collège, d'ailleurs, je me faisais taper sur les doigts parce que je suivais pas du tout le programme au niveau des lectures suivies et tout ça. Je prenais de la littérature de jeunesse et tout, et logiquement, tu peux pas le faire, quoi. Enfin, c'est pas dans le programme. Mais le programme, c'est le Moyen Âge, tu vois, les trucs, c'est pas intéressant. En plus, il y a beaucoup de mots en vieux français. Enfin, je veux dire, c'est pas possible pour n'importe quel élève. Alors là, c'est même pas par rapport aux 10, hein, c'est juste, ça donne pas envie, quoi. Donc moi, en fait, après, quand je suis passée au lycée, j'avais affaire à des élèves qui aimaient pas du tout le français. Le problème, c'est qu'au lycée, tu as le bac français. Donc au bout d'un moment, tu es bien obligé de. Donc j'ai essayé de trouver des astuces, pour leur faire aimer le français. Et moi, je travaillais beaucoup avec le théâtre, et je faisais beaucoup d'ateliers. Enfin, je faisais. Moi, en fait, ma classe, quand ils arrivaient dans ma classe, ils se mettaient en par groupe. C'est-à-dire, je faisais pas. Donc, je faisais des groupes suivant le nombre d'élèves que j'avais, des groupes de 5, 6 élèves à peu près. Et donc, dedans, effectivement, il y avait des élèves qui arrivaient au lycée, qui avaient du mal à lire, hein. Alors, soit parce qu'ils avaient des troubles 10, ou même pas, juste, ils aimaient tellement pas lire, ils faisaient un blocage par rapport à la lecture. Donc, du coup, j'ai été obligée de trouver des techniques, pour aussi pour partir de leur niveau à eux, et les faire progresser. Donc, par exemple, les enfants qui étaient 10, même encore maintenant, hein, ceux que je suis qui doivent passer le bac, alors il y a plein de profs qui hurlent, parce que c'est pas pédagogique, enfin c'est pas correct, parce qu'il faut absolument lire. Mais un élève qui peut pas lire, il peut pas lire. Ça sert à quoi de l'obliger à lire? Ok, il va lire, mais il va rien comprendre à ce qu'il lit. Moi, je passe toujours par les films. Donc il y a plein de profs, oh mais n'importe quoi, c'est pas du français. Bah si, parce que le français, c'est pas juste lire le livre, c'est aussi la culture littéraire. Et avoir une culture littéraire, si tu regardes le film, tu as la même culture littéraire, tu connais l'œuvre de la même façon. Et du coup, moi, je passais, donc même en classe, je passais toujours par le film. Surtout que maintenant, il y a des très très bons films de fait sur toutes les œuvres classiques. Alors évidemment, je vérifiais avant que le film correspondait bien au livre, à l'œuvre, mais on trouve quasiment. Ouais, le film, c'est intéressant parce que du coup, ça donne le contexte du livre et après tu Mm. peux plus te concentrer sur les syntaxes et le dessin et Et tout, alors hein. après, ce que je faisais, c'est qu'après, alors après, suivant les. Donc ça, je faisais ça avec tous les élèves. On regardait le film d'abord, on analysait le film, et après, ils lisaient le livre. Alors, il y en avait certains à qui je demandais de lire le livre en entier, et d'autres, je leur demandais de lire que des passages, pour qu'ils voient quand même la construction, enfin la façon dont l'auteur écrivait. Et puis surtout qu'au lycée, comme tu travailles le commentaire, il faut que tu travailles les procédés littéraires, enfin voilà, puisqu'après au bac, tu as quand même l'épreuve écrite. Donc, mais on passait vraiment que par des passages. Et d'ailleurs, l'écrit, enfin, j'imagine que tu as eu des élèves qui écrivaient pas très, très bien.
Alors, moi, j'ai jamais perçu ça, de façon négative. Des fois, j'ai été très étonnée, parce que des fois, je me dis: «Ah ouais, quand même, il y a du boulot», tu vois? Ça, c'est au début, je me faisais vraiment cette réflexion-là en me disant: «Ah ouais», mais je me suis jamais dit: «Ouais, il est nul, il est bête», jamais, jamais, parce que moi, je suis enfin, après, c'est peut-être lié à mon caractère, je sais pas, hein, mais ou peut-être par rapport à la formation en sciences de l'éducation où j'avais fait la psychologie de l'enfant et tout ça. Je me suis jamais dit que c'est parce que c'était lui qui était bête, tu vois? Enfin, je suis jamais passée par là, donc j'ai toujours vraiment essayé de comprendre pourquoi il avait du mal à lire et je me suis dit: «Bah, voilà, je suis quand même prof de français au départ, donc mon but, c'est de l'aider». Donc j'ai jamais eu un regard, négatif. J'ai eu des fois des moments, de découragement parce que je me suis dit: «Là, à ce point-là, je sais pas comment je vais faire». Surtout quand tu arrives, bah, quand tu as des ados de 16 ans et qui savent pas lire, ou qui écrivent, moi j'avais une mère d'élève, une fois, elle était venue me voir, elle m'a dit: «Oui, vous avez vu, mon fils, il a du mal à écrire». Je dis: «Oui, oui, j'ai vu». Elle me dit: «Ah bon, mais ça vous choque pas?» Bah, je dis: «À 16 ans, oui, c'est quand même, embêtant, mais je dis là, il faut faire quelque chose, quoi». Elle me dit: «Ah oui, parce que tous les profs avant me demandaient s'il était français, si je l'avais pas adopté». Parce qu'il écrivait tellement mal le Ouais. français, si tu veux, au niveau de la syntaxe, pas au niveau de l'orthographe, mais la Mmh. construction des phrases, en fait, c'était presque comme un étranger qui est arrivé en France et tu vois, qui commençait à écrire le français alors qu'il était grand. Donc il disait: «Mais il vient d'arriver, vous l'avez adopté?» Enfin, donc voilà. Donc moi, si tu veux, j'ai jamais eu un regard comme ça. OK, et qu'est-ce qui t'a fait arrêter, l'éducation nationale? Alors, il m'a fait arrêter l'éducation nationale, bah, le fait qu'on puisse pas faire comme on veut, on peut pas enseigner comme on veut, donc alors après c'est pas la pour ça que, c'est pas forcément la faute des profs, hein, c'est que vraiment, même avec toute la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas les moyens financiers. Quand tu veux changer, je sais pas, tu vois un truc tout bête. Moi, je voulais changer, tous les ans, tu vois, de lecture suivie, de bouquins. Bah, si je demandais pas aux parents d'acheter, je pouvais pas. Parce Mmh. qu'on avait une série, bah, tu allais dans la bibliothèque du lycée, tu avais des vieux bouquins et tu avais que cela pour assez d'élèves, quoi. Tu n'avais pas les moyens de racheter tous les ans pour tous les élèves des livres. Donc, du coup, il fallait demander aux parents de les acheter. Donc, il y a certains endroits, c'est pas possible parce que les parents n'ont pas les moyens d'acheter 3-4 livres dans l'année, tu vois. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, sur un truc tout bête comme ça, bah, tu peux pas. Après, dès que tu veux travailler un peu différemment, moi par exemple, j'avais voulu monter une pièce de théâtre avec une intervenante extérieure justement qui travaillait sur, qui était psycho-gestuelle, qui travaillait sur le corps, les gestes, la gestuelle et tout ça. Donc elle était prof de théâtre, mais pas seulement. Et ben je pouvais pas parce qu'elle n'était pas agréée. Il fallait que j'ai une liste de profs d'intervenants extérieurs. Je dis ouais, mais ça m'intéresse pas. C'est ce qu'on fait partout. Enfin, donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça où, en fait, pareil, tu veux sortir, tu veux aller voir une pièce de théâtre, tu veux faire un truc en extérieur, bah, tout est compliqué, quoi. Et de plus en plus compliqué. Alors, au début, quand j'ai commencé l'enseignement, c'était relativement plus souple. Donc, ça allait encore. Et puis, plus ça allait dans les années, moins c'était possible. Donc, ça, j'en ai eu marre. Et ce qui m'a aussi beaucoup gênée, c'est bah, le manque de travail en équipe. Et puis le fait aussi, bah, comme je te dis, comme tu peux pas faire comme tu veux, bah, je me sentais impuissante. Je me dis, je sers à rien, quoi. Je peux pas aider les élèves comme j'ai envie, même si je faisais des petites choses, mais c'était pas assez, quoi. Mmh. Donc tout ça, bah, j'en ai eu ras-le-bol et je me suis dit, bah, je me mets à mon compte et au moins je vais aider individuellement et là, je vais vraiment aider, quoi. Et puis avec tes méthodes, ta façon. Voilà, comme j'ai envie, de la façon dont j'ai envie et surtout, je vais vraiment servir à quelque chose, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté et puis bon, j'avais aussi un peu fait le tour, mais c'est quand même beaucoup lié à tout ça, quoi. C'était un mélange et c'est vrai que et je pense que je vois pas comment on peut faire, mais c'est compliqué, c'est très compliqué de vraiment aider. Enfin, l'école peut pas aider, enfin, je pense que c'est pas possible d'aider, des enfants. Je suis peut-être un peu négative, mais il y a tellement peu de moyens, il y a tellement on est tellement pas formés, enfin c'est compliqué, quoi. Si tu rentres pas dans le moule, bah, l'école te sert à rien, quoi, Mmh. clairement. C'est triste, hein, c'est dommage, mais c'est la triste réalité et je vois pas comment ça peut changer, quoi. Dans ce qui suit, Elisabeth va nous parler des parents. Alors, on n'est pas là pour culpabiliser les parents, mais on est plus là pour montrer que, en fait, même les parents d'enfants 10 ont parfois du mal à comprendre les difficultés. Les parents, enfin moi j'ai toujours eu des bons rapports avec les parents parce qu'ils voyaient vraiment que j'essayais, quoi. Donc j'avais quand même de bons rapports.
Après, où j'ai du mal encore aujourd'hui avec certains parents, c'est qu'en fait, ils comprennent pas qu'un enfant 10 ne peut pas faire les mêmes choses qu'un autre enfant. Enfin, enfant, je dis enfant, mais moi j'ai plus des ados. Par exemple, moi j'ai des parents qui me disent ouais, pour le bac français, est-ce que vous pouvez l'aider, tout ça, bon, ok. Je dis bon, je dis voilà, on va pouvoir arriver à un 11, un 12. Et il me dit mais moi je veux qu'il ait 15 ou 16. Je dis, vu l'épreuve de français que c'est, il peut pas avoir un 15 ou 16 à l'écrit. Enfin, c'est pas possible. C'est comme si moi, on me demandait d'avoir un sur 20 en maths. Enfin, je veux dire. Et puis, je dis, c'est pas grave. Je dis, il est plus scientifique, il est plus artistique. On peut pas avoir 15 ou 16 de moyenne dans toutes les matières. C'est pas possible. À part de rentrer dans un moule et puis de travailler jour et nuit ou d'être. Et c'est normal. On ne peut pas être bon partout. Parce que ça ne demande pas les mêmes compétences, en fait. Chaque domaine a des compétences différentes. Moi, je suis très littéraire. Bon, je suis nulle en maths. Bon, je suis pas scientifique à cause de ma dyscalculie, mais je suis pas non plus artistique. Tu vois, je sais pas dessiner, je sais pas. Voilà. Mais c'est pas grave. Enfin, on peut pas être bon partout, quoi. Je veux dire. Et puis c'est ça aussi qui fait qu'on est tous différents. Donc j'ai du mal avec ça. C'est que les parents, ils veulent que leur enfant fasse exactement comme les autres. Je dis en français, c'est pas possible, mais peut-être que dans d'autres matières, il va faire beaucoup mieux que d'autres. Moi, donc ça, j'ai ce problème-là avec les parents et le problème de, ils travaillent pas assez. Alors ça, ils travaillent pas assez. Faut qu'ils, alors je dis, c'est quoi pour vous? Ah bah là, en première, il devrait travailler tout le week-end, réviser tout le week-end dans sa chambre pour le bac français. Je dis, écoutez, si en première, il passe sa journée entière enfermé, qu'est-ce que ça va être quand il va être bac plus 5, quoi? Que normalement, ça va crescendo. Donc, en français, pour le bac, t'es pas obligé, enfin, c'est pas un examen où t'es obligé de passer tes jours et tes nuits à réviser, quoi, où il y a un problème. Ou c'est que tu travailles pas bien, t'es pas efficace dans ton travail, quoi. Donc, moi, j'apprends ça aussi avec la méthodologie, c'est d'être travailler de façon efficace pour pas se fatiguer. Et puis, c'est pareil, un ado qui est 10, tu vas pas lui demander de passer 4 heures à se concentrer, c'est pas possible pour lui. Déjà, ça lui demande une telle concentration déjà de lire, d'apprendre, de machin. Déjà, il déploie 2 à 3 fois plus d'énergie. Si en plus tu lui demandes de travailler autant d'heures sans bouger, c'est pas possible. Enfin, il faut faire avec ce qu'on a, il faut aussi être conscient. Tu vois, c'est pas dire c'est moins bien, mais il faut aussi être conscient et ouvrir les yeux. Et ça, il y a beaucoup de parents. Alors après, c'est vrai qu'on veut toujours le meilleur pour ses enfants, on veut qu'ils soient le meilleur. Mais pour moi, c'est pas leur rendre service que de nier, en fait, de nier la dyslexie, de nier le trouble 10 en disant oui, ok, il a ça, mais bon, il peut y arriver comme tout le monde. Oui, sur certaines choses, il peut arriver comme tout le monde, même mieux. Mais typiquement en français, surtout quand on démarre ensemble un coaching, qu'il a jamais été aidé avant, non, il va pas avoir 16 en commentaire de texte. Et c'est pas très grave, il rattrape sa vie parce qu'il a pas eu un 15 en commentaire de texte. Hein. Je veux dire. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure enfin, quand tu t'es formée et tout, est-ce que tu auras des bouquins peut-être accessibles justement aux parents Sur les 10, ouais. il n'y a pas grand-chose. Ouais. Non, parce que c'est quand même très technique. Ouais. Bouquins comme ça. Ouais, de vulgarisation, il y en a pas de trucs. Ils sont pas bien faits. Ouais, ok. Ils sont pas bien faits parce que les bouquins de vulgarisation, en fait, ils généralisent. Ok. Et le 10, c'est ça. Et en fait, oui, mais non, parce que il y a tellement de différents degrés de dyslexie que, et du coup, c'est biaisé. Enfin, moi, je suis pas pour les bouquins de vulgarisation là-dessus, parce que je trouve que c'est donner un mauvais, c'est pas donner le bon regard en fait. Et toi, ta dyscalculie, est-ce que ça a aidé aussi avec peut-être, parce que comme, je sais pas si tu as découvert ça plus tard ou quand tu étais. Ah ouais, alors moi je pense que ça m'a aidé effectivement à les comprendre, à comprendre les dyslexiques, dyspraxiques, parce que moi j'ai tellement souffert de ma dyscalculie, j'ai tellement été montrée du doigt par les profs de maths. Alors moi je l'ai su adulte. Hein. Okay. Adulte et il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans. Donc, parce que moi à l'époque, comme j'ai 50 ans,
Déjà, la dyslexie, c'était pas trop ça quand j'étais, moi, à l'école. Et alors, la dyscalculie, ça existait même pas. Moi, j'avais même pas entendu le mot, quoi. Donc, moi, j'étais très, très nulle en maths. Mais quand je te dis nulle, c'est nullissime, quoi. Et donc, tous les profs de maths, voilà, moi, c'était le nœud au ventre que j'allais en cours de maths. Enfin, voilà. J'étais vraiment une catastrophe. Donc, j'ai fait un bac littéraire, heureusement, ça m'a sauvée. Mais vraiment, j'étais nulle en maths et j'ai jamais eu un prof de maths qui a essayé de me faire comprendre autrement, tu vois. C'était elle est nulle, quoi. Donc, si tu veux, j'avais ce truc que tu comprends pas, on passe ton temps à te traiter de nul. Donc, du coup, je détestais les maths. Je déteste toujours les maths. Donc, je comprends l'élève dyslexique qui n'aime pas le français et qui entend toute la journée qu'il est nul, qu'il comprend rien. Parce que moi, j'ai entendu ça par rapport aux maths, si tu veux. Et Donc comment ça, je pense qu'effectivement, ça m'a aidé. et comment tu t'en es rendu compte que à Alors, propos en fait, c'est en regardant une émission sur les 10, justement, parce que je me formais pendant que j'ai fait ma formation. Je suivais une émission. Alors, déjà, avec les cours que j'avais eus, machin, bon, c'est là que j'ai entendu la dyscalculie pour la première fois. Hein. J'avais jamais entendu parler avant. Un jour, en regardant une émission, un témoignage sur la dyscalculie, donc c'était vraiment sur la spécifique à la dyscalculie, et il y a une femme qui témoigne, mais c'était exactement moi, quoi. C'est-à-dire de pas comprendre, de pas retenir les chiffres. Par exemple, moi, je ne retiens aucun numéro de téléphone. Je ne peux pas retenir un numéro de téléphone. Je n'ai aucune notion de quantité ou de nombre. Par exemple, tu me dis 1000 euros ou 10 000 euros, je vois pas la différence. Tu me dis 10 km ou 100 km, je vois pas la différence. Donc tout ce qui est lié aux chiffres, je ne vois pas, je ne comprends pas, j'ai pas ça dans ma tête, quoi, c'est pas possible. Par exemple, même sur des petits chiffres, alors calcul mental, bah, c'est pas possible, je peux pas compter, à part 1 plus 1 égale 2. Même d'ailleurs, il y a des élèves, ça les fait rire, parce que quand ils me disent à la fin du mois, papa il m'a demandé ou maman m'a demandé combien je te devais, machin, combien on te devait, et puis et je me trompe tout le temps. Et puis souvent, en plus, moi j'ai souvent des élèves qui sont plutôt scientifiques, qui me disent ah, il y a eu tant de cours, ça fait tant. Ah ouais, ok, bah voilà. Donc, parce que moi, je peux pas le faire. Faut que je le fasse avec la calculatrice. Et par exemple, d'aller à la boulangerie, bah, je peux, donc pendant des années, bon, pas qu'à la boulangerie parce que souvent c'est des petites sommes, mais pendant des années, je ne sortais que des billets. Parce que je ne peux pas compter avec des pièces. C'est-à-dire, je ne reconnais pas les pièces. Une pièce de 1 euro, 2 euros, je fais pas la différence. Pièce de 10, alors les pièces jaunes, j'en parlais, les oranges, là, les 1 centime, 5 centimes, 2 centimes, on n'en parle même pas. Les 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, je ne sais pas. Il faut que je regarde les pièces, la taille des pièces que je compare. Je peux pas. Et en fait, cette femme-là, elle témoignait exactement de ça, qu'elle retenait pas tout ça. Et je me suis dit, ah bah bingo, je suis dyscalculique. Et j'ai compris pourquoi tous les problèmes que j'avais, quoi. Et t'as fait un bilan ou t'as quelque chose J'ai de fait un bilan, donc catastrophique. Tu l'as fait auprès de qui? D'une orthophoniste? D'un orthophoniste? Ouais, j'ai fait avec une orthophoniste. Orthophoniste, bah catastrophique, c'est-à-dire que je sais même plus le résultat. Et ça a fait le fait que le diagnostic était posé, ça a changé quelque chose sur, ton regard sur toi-même ou? Bah, j'ai compris, je me suis dit ah bah non, je suis pas nulle, parce que même dans mon entourage, même mon fils qui a quand même 22 ans, quand il était petit, il comptait à ma place. Il comptait mieux que moi. Et après, vers 12-13 ans, il me disait mais t'es bête ou quoi, tu vois. Même mon fils, il me disait t'es bête, mais quand même c'est facile. Et tout le monde se moquait de moi. Dans mon entourage, c'est une blague, hein. Je suis une blague. On parle de chiffres, ah bah attends, on va demander à Elisabeth, quoi. Mais après, c'est gentil, tu vois. Mais au début, je disais, mais je suis bête. Enfin, vraiment, tu vois, dans ma tête, je me disais, bah ouais, certains trucs, je suis pas hyper intelligente, quoi. Et en fait, ça m'a enlevé déjà ce truc-là. Et du coup, je l'ai dit aux autres, je dis, bah en fait, je suis dyscalculique. Et du coup, bah, on se moque toujours, parce que moi, ça m'a jamais posé de problème qu'on se moque par rapport à ça, j'en rigole aussi. Mais si tu veux, maintenant, on m'aide. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, par exemple, à la boulangerie, truc comme ça, je dis, bah, moi, je sais pas. Ah, bah, tiens, donne-moi ton portefeuille, je vais te faire le tri de tes pièces. Et du coup, je me retrouve, parce que moi, des fois, je me retrouve avec le porte-monnaie rempli de pièces, de petites pièces, parce que je fais que des billets et je paye jamais avec les pièces. Et du coup, ils me disent, bah, tiens, donne, je vais te payer. Et une fois, il y en a un, il me sort, et comme ça, en regardant les pièces, j'ai trouvé ça magique. Pour moi, c'était comme s'il faisait un tour de magie, le gars.
Il met les pièces, il fait des tas, puis il me dit: «Oh là, t'en as au moins pour 30 €.» Et comme ça, rien qu'au volume, je fais: «Mais tu magicien, t'es devin, tu bah non, non, c'est à peu près logique.» Il a calculé, il y en avait pour 28 €. Tu imagines, j'avais 28 € de pièces, de petites pièces dans le imagine à quel point, quoi. Et du coup, il m'a dit: «Bah tiens, moi j'ai besoin de monnaie, du coup je te donne des billets», tu vois? Donc c'est vrai que du coup les gens, et bah, ils aident. Maintenant, Mmh. ils sont plus ouais, parce qu'il y en avait qui disaient: «Ouais, mais tu exagères, non mais là, tu abuses, tu fais exprès», bah non, je fais pas exprès. Ou mes parents quand j'étais petite: «Ouais, mais tu es pas attentive, fais attention». Bah non, je suis pas attentive, c'est que je peux pas. Et maintenant aujourd'hui, je leur dis, j'ai en fait, tu vois, je pouvais pas quoi, et du coup, ouais, ça soulage de savoir. Et du coup, tu en parles toi avec, les élèves que tu suis? Enfin Ah les oui, oui, ouais. que je suis dyscalculique? Ah oui, oui, je de toute façon, ils s'en rendent très vite compte s'ils me demandent des chiffres, tu vois? Non, parce que même, par exemple, en français, tu vois, si par exemple, une fois, tu as besoin de parler, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple, mais si par exemple, il me dit, ligne 15, j'ai pas compris, tel truc, ligne 15, bah, il voit bien que j'y vais pas tout de suite à la ligne 15, tu vois? Donc en général, ils s'en rendent compte, donc je leur dis. Et bon, ça je pense que ça crée aussi du lien, ce qu'ils se disent. Voilà. On n'est pas forcément, parfait quand on est prof. Ouais, puis de l'empathie, j'imagine, enfin du coup, entre 10. Ouais, il y en a qui se moquent quand même, parce qu'il y en a qui Ah disent: oui? «Ah ouais», ouais, enfin qui rigolent gentiment, qui disent: «Ah ouais, quand même, c'est à ce point-là, quand même». Ouais, quand je leur raconte le coup, de pas je suis pas capable de payer une baguette de pain avec des pièces, ça les fait beaucoup rigoler. Bon après pour moi la dyscalculie, c'est quand même moins, pas grave, enfin, c'est moins handicapant que la dyslexie. Mmh. Parce que, bon même, c'est gênant, mais quand même la dyslexie, c'est quand même, enfin, tu as toujours besoin de lire ou d'écrire, dans enfin, plein de moments de la journée, tu te rends compte que tu as besoin, tu vois? Donc et puis Et tu as fait de la rééducation ou tu non, as non, parce qu'à l'âge où je m'en suis rendu compte et puis, bah, moi j'ai jamais je peux pas dire que j'ai mal vécu avec ça, donc si tu veux, bah, voilà, je donne des billets ou puis c'est tout. Enfin je ouais, j'ai en fait, j'ai trouvé des palliatifs, tu vois? Un système D, hein, comme on fait tous quand on est 10. Et puis, bah, moi, c'est un système D qui fonctionne bien. Après, par rapport à mon métier et tout ça, j'ai pas besoin des maths, donc voilà, j'ai pas eu un besoin de faire une rééducation. ouais. C'est, Bah, bah, merci écoute, beaucoup. eh bah, merci à toi et puis, bah, bonne continuation à toi. Je vois que ça marche Si bien. vous avez des questions à poser à Elisabeth Moreau sur ses coachings, les méthodes pédagogiques qu'elle met en place, n'hésitez pas à la contacter sur sa page Instagram. Je vous mets le lien dans la description en bas de l'épisode. Voilà, donc c'est ici que se finit ce témoignage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Vous me retrouvez également sur Tipeee pour me soutenir financièrement. La musique est toujours de Lisa Chetto et je la remercie pour tout son travail. Voilà, à bientôt!